La dépendance et la cyberdépendance. Dans la série « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?» on est rendu à aborder la dépendance et la cyberdépendance, mais si vous venez de vous joindre à nous, je vous invite d'abord à aller écouter les 3 premières capsules pour avoir le contexte global et ensuite, je vous propose d'écouter la capsule sur la dépendance et la cyberdépendance. Pour les autres, on définit la dépendance et la cyberdépendance. En fait, la raison pour laquelle on les a joints, c'est qu'il y a un tronc commun aux 2 problématiques. L'idée, c'est qu'on a une envie irrépressible de consommer le produit. Donc, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit de l'Internet, que ce soit de la drogue, de l'alcool, c'est plus fort que nous. On veut y retourner constamment. On a besoin d'augmenter les doses pour avoir le même effet. Donc, 1 heure de jeux vidéo par jour ne sera pas assez, ça va être 2 heures, 3 heures. On ne pourra pas débarquer de notre partie en ligne. On va toujours vouloir continuer. Même chose avec les drogues. Donc, c'est la substance ou le jeu vidéo qui a le dessus sur nous et pas nous qui contrôlons la substance. La dépendance et la cyberdépendance peuvent avoir un impact psychologique, comme je viens de le mentionner, mais aussi physique, pour certaines drogues, en fait, qui vont avoir des impacts très visibles sur le corps. Et c'est de ça, en fait, que les jeunes vont avoir de la difficulté à se sevrer. Donc, ça pourrait nécessiter, dans certains cas, des hospitalisations. Les gens se demandent souvent à partir de quand on est aux prises avec un problème de dépendance. C'est la même logique qu'avec les autres difficultés. Quand ça a un impact sur notre fonctionnement général, quand on est obligé de mentir aux gens par rapport à notre consommation, quand on a de la misère à se lever le matin pour aller à l'école ou pour travailler, quand on est obligé d'emprunter pour payer notre consommation. Donc, toutes ces choses-là qui sortent du cadre ordinaire vont nous donner un indice que là, on a perdu le contrôle. L'intérêt d'en parler de la dépendance et de la cyberdépendance, principalement pour la dépendance aux drogues, c'est que c'est pas... ça peut être en soi le trouble qu'on va adresser directement avec le jeune, mais c'est aussi un trouble qui peut induire d'autres maladies. Alors, par exemple, une consommation abusive de certaines drogues peut déclencher des psychoses toxiques, pourrait conduire à la dépression, pourrait augmenter un trouble anxieux ou faire émerger un trouble anxieux. Donc, c'est l'œuf ou la poule, mais dans tous les cas, quelqu'un qui a un trouble de consommation, un trouble lié à l'abus de substance, en fait, a une problématique en soi, et cette problématique-là pourrait en faire émerger d'autres. Les pensées qui vont habiter quelqu'un qui a des difficultés de consommation, c'est une sorte de désir d'en avoir toujours juste un petit peu plus, juste un verre de plus, juste un joint de plus, juste une partie de plus. Donc au départ, ça a l'air banal, mais quand on accumule le petit verre de plus, puis l'autre petit verre de plus, ou le joint de plus, puis l'autre petit joint de plus, c'est là qu'on se retrouve à être excessif. Ce qu'on va observer aussi souvent chez les jeunes adultes, c'est qu'ils vont avoir un comportement qui est un peu mimé, qui est un peu mimé sur celui des adultes, c'est-à-dire qu'il va avoir le 5 à 7 le jeudi soir. Après ça, le vendredi soir, OK, c'est vendredi, on va prendre un verre. Après ça, le samedi, OK, c'est samedi. Fait que ça va se limiter à 3 jours semaine. Puis éventuellement, il doit bien être 5 heures quelque part dans le monde. Puis vous savez, là, vous pouvez imaginer que graduellement, ça peut s'étendre aux 7 jours de la semaine, descendre les heures. Donc, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est un meeting d'affaires, c'est correct, je vais boire un verre de vin. » Chez les jeunes, ça peut être « Ben écoute, on vient de finir un examen qui était compliqué, on va aller prendre un verre. » Mais ce que ça fait, c'est qu'au final, à la fin de la semaine, il y en a eu beaucoup de verres et que cette pensée-là va générer le problème. Dans les émotions, au début, c'est du plaisir. Éventuellement, c'est un sentiment de perte de liberté parce qu'on devient rapidement l'esclave de la substance. Comme je le disais, c'est elle qui finit par nous contrôler. Dans les comportements, tout dépendant du type de dépendance, chez certains jeunes, ça peut amener de l'isolement, ça peut amener des troubles de santé mentale associés, comme je l'ai expliqué. Ça peut amener de la délinquance, des vols, des délits pour être capable d'aller chercher la substance. Donc, ça peut aller loin, en fait, dans les problèmes sociaux puis dans les chicanes que ça va créer aussi là, à l'intérieur de la maison.
Ce que la cyberdépendance et la dépendance ne sont pas, c'est de l'expérimentation parce que c'est normal que les jeunes expérimentent. À plus ou moins grande échelle, je vous dirais, il y a des gens qui vont être plus attirés vers ça, d'autres moins, mais ça fait partie des expériences globalement que les jeunes vont faire. Et c'est pas juste une partie de plaisir non plus, parce que, comme je le disais, c'est que la vie de la personne va tourner autour de la substance. Il y en a des jeunes qui me racontaient à quel point ils avaient hâte de pouvoir prendre leur gorgée de bière parce que leur vie était insoutenable sans ça. Donc, ils pensaient une grande partie de la journée. Si jamais vous consultez avec votre adolescent ou votre adolescente, ne vous étonnez pas si on vous demande, ou en fait qu'on demande à votre adolescent ou votre adolescente de faire une démarche dans un centre de réadaptation en dépendance avant de venir consulter en santé mentale jeunesse. Parce que souvent, on va vouloir que la personne reprenne un comportement plus normal, plus alcool-choix, je vous dirais, ou éduque-alcool. Donc, plus sain, plus contrôlé avant de déterminer s'il y a présence de dépression, s'il y a des présences d'anxiété, parce que tant que la substance est présente, bien, ça pourrait être aussi la substance qui induirait le problème. Donc, on veut éliminer ça avant de faire l'évaluation de votre jeune dans nos équipes. Donc, si jamais ça se présentait comme ça, c'est pas parce qu'on veut pas prendre soin de vous, mais parce qu'on y va par étapes. Plus spécifiquement pour la cyberdépendance, ce qu'on va observer, c'est que les jeunes vont se retrouver dans des cycles d'éveil-sommeil complètement décalés. Souvent, ils vont rester éveillés très tard la nuit, puis avoir envie de se lever le lendemain matin pour aller à l'école. Il y a un faux sentiment de communauté aussi qui est créé par les jeux en ligne. Donc, ils vont avoir l'impression d'avoir des relations sociales, mais ils n'en ont pas dans les faits. Ça va entraîner des conflits à la maison. Ça va faire en sorte qu'ils ne se déplaceront plus à l'école pour faire leurs examens. Donc, vous voyez la roue qui tourne, puis c'est la roue du dysfonctionnement dont on parle depuis toutes les capsules. En fait, c'est à partir de ce moment-là, on va se dire, là, c'est exagéré, ça ne va plus bien. Là. Il n'y a pas de possibilité de maintenir un cadre de vie plus normal. Comment on peut prévenir les dérapages d'une certaine façon vers l'abus de substances ou de cyberdépendance? Il y a beaucoup de choses qui vont se travailler en amont, je dirais. Donc, le fait d'avoir le plus possible, parce que c'est pas à la portée de tout le monde nécessairement, mais des activités signifiantes pour le jeune. Donc, s'il est impliqué dans un sport, s'il est impliqué dans une troupe de théâtre, de danse, de musique, peu importe, c'est des facteurs de protection. Donc, d'avoir un réseau social stable et sain. De maintenir la communication avec les jeunes, c'est un facteur de protection. D'être capable de savoir avec qui ils se tiennent, qu'est-ce qu'ils font, d'avoir une communication relativement ouverte, même si c'est normal à l'adolescence qu'ils aient moins envie de se confier à nous. Mais il y a toujours moyen de savoir un peu avec qui ils sont, puis comment ça se passe, puis si ça a l'air de dépasser les bornes. Un bon travail sur l'estime de soi, donc favoriser les bons coups, favoriser les forces de nos jeunes aussi, les encourager à les développer, c'est un bon facteur de protection. Et autant que faire se peut, maintenir un cadre et des routines qui sont adaptées en fait à l'évolution puis au développement d'un adolescent. C'est normal qu'il se couche plus tard, c'est normal qu'il s'éloigne un peu plus loin, c'est normal éventuellement qu'il commence à fréquenter les bars, mais on sait, il faut savoir où est-ce qu'ils sont, avec qui, quand est-ce qu'ils vont rentrer, puis être à l'affût aussi des signes qui nous font dire que oups, il y a peut-être des mensonges qui commencent à s'installer, il y a des sous qui commencent à disparaître. Il faut être à l'affût de tout ça parce que ça, c'est des indices que le jeune a peut-être des difficultés de consommation. C'est certain que d'essayer de vendre l'idée aux jeunes qu'on devrait être abstinent, bien souvent, on ne l'est pas nous-mêmes, donc ça ne sera pas une stratégie gagnante. Mais d'avoir un comportement sain par rapport à l'alcool, ça, c'est quelque chose qu'ils sont capables d'entendre. Donc, dans notre jargon à nous, on appelle ça la réduction des méfaits, donc d'essayer de réduire tous les impacts qu'une consommation abusive pourrait avoir. Alors déjà, d'être un bon modèle le plus qu'on peut, de s'entourer de gens qui sont des bons modèles aussi, parfois de relever avec eux les difficultés que des gens autour de nous ont peut-être par rapport à ça, puis de les amener à discuter sur ce sujet-là sans juger. Parce que les gens se sont peut-être fait prendre dans la problématique sans s'en rendre compte, mais de les aider à développer un regard critique par rapport à leur consommation, à eux-mêmes, puis à faire des choix éclairés pour eux-mêmes.